Bonjour à tous, bonsoir à tous, même si je vous ai tous déjà croisés en haut. D'abord une bien bonne année, tous mes voeux, c'est encore la période. Santé, beaucoup de belles rencontres systémiques, ou pas, beaucoup de confiance. Que vos interactions vous apportent beaucoup de confiance pour cette nouvelle année. Alors, on est combien la caméra, on est combien en web? Il y a une dizaine de personnes. Okay. Donc il y a aussi une dizaine de personnes qui suivent à travers la caméra, qui sont derrière la caméra. Et il y a une trentaine, 25 personnes, je pense, ici dans la salle. Il y a quelques personnes qui sont pas encore arrivées ou viendront pas, je ne sais pas. Ok. Donc j'ai le plaisir de présenter cette soirée. Alors je vais laisser Teresa présenter l'engagement, la confiance. Donc je n'irai pas cela, mais je vais présenter Teresa et Fabrice. Donc Teresa Garcia, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Je dirais elle est tombée dans la systémique toute petite. Je n'ai pas beaucoup grandi depuis, donc... Elle est tombée toute petite, et je dirais elle est tombée toute petite aussi dans la bienveillance. Dans la bienveillance. C'est une des raisons pour laquelle je l'apprécie, donc ça c'est moi personnellement. Après avoir fait des études de psychologie au Mexique, je crois, au Mexique et aux États-Unis, elle n'était pas satisfaite. Ça ne correspondait pas tout à fait à ce qu'elle voulait faire dans le monde, et c'est là où elle a eu la chance de connaître le MRI, et donc elle s'est formée auprès pendant 3-4 ans, je pense, moi si je me trompe, plus encore, 6 ans, donc auprès de MRI, donc auprès de Dick Fish, Wigland, de Zavik, et tous les autres. Et après, elle ne cesse de partager sa passion, de transmettre. Et on est très heureux donc de pouvoir recevoir ceci via Teresa. Fabrice Piardon. Je dirais une journée de formation avec Fabrice, c'est toujours un moment expérientiel. Toujours des nouvelles expériences qui arrivent. Pour ceux qui connaissent un peu le modèle, je dirais que c'est en lui-même une expérience émotionnelle correctrice. Fabrice est aussi passionné, donc il est aussi acteur de théâtre, passionné du cinéma, et il apporte ceci dans les formations. Donc, notamment à travers ce qu'on appelle le Cinéscope, où c'est une très très bonne méthode pour apprendre, pour comprendre la systémique. Et ce qu'il apporte, c'est qu'il prend des extraits de films et il nous montre les concepts de la systémique à travers, on va regarder les interactions, les séquences interactionnelles, ce que font les gens, ce qu'ils font pour entretenir pas le problème, à travers des extraits de films. Ce qui est un moyen d'apprentissage vraiment exceptionnel, et c'est ce qu'il partage avec nous. Que vous dire de plus? Pas grand-chose. Je vais laisser la parole maintenant à Teresa et Fabrice. Voilà, bienvenue. Je suis vraiment très très heureuse de vous voir parmi nous. C'est le lancement de l'année, donc le thème de l'année 2016. Je me dis toujours que c'est très compliqué de lancer un thème en janvier, parce qu'on le lance avec une conférence, et c'est à la fin de l'année, vous voyez, après toutes les choses que nous faisons, des webinaires, d'autres conférences, des articles, que je commence à vraiment connaître le sujet. Mais voilà, heureusement ici ça ne dure que 2 heures, donc ça devrait pouvoir aller. Donc, ce que nous essayons aussi, c'est d'aborder des thèmes, vous voyez, que nous ressentons ce sont des thèmes qui intéressent ou qui inquiètent nos clients. Donc, il y a quelques années, on avait démarré par les couples et les binômes dans l'entreprise.
Ce sont aussi des thèmes que nous voulons traiter au niveau de la vie personnelle et au niveau de la vie de l'entreprise, et qui sont des thèmes qui touchent un peu aux deux, donc les couples et les binômes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les difficultés, les problèmes. Puis nous avons passé à travailler sur la dépression et le burn-out, aussi dans la vie familiale, dans la vie personnelle et dans les entreprises. Nous sommes passés à... C'était passionnant déjà. C'était passionnant. On était un peu accablés à la fin de la soirée, mais après, bon, on a trouvé plein d'astuces et de stratégies pour s'en sortir. Et puis, on a travaillé sur l'harcèlement et comment pouvoir échapper à des situations d'harcèlement et de doubles contraintes dans les entreprises ou dans la vie aussi, et notamment dans l'école. Donc là, on a commencé à investir les sphères scolaires. Et donc cette année, le thème de l'année, c'est l'engagement. L'engagement me paraissait vraiment intéressant parce que ça revenait continuellement. Quand j'ai discuté, par exemple, auprès des parents, ils me disaient, oui, mais enfin, mon gamin, il s'est engagé à faire ceci, il ne le fait pas. Mon mari s'est engagé, ma femme s'est engagée. Ou justement, mon amoureux ne s'engage pas, il n'y a pas de mariage cette année. Les gens me parlaient aussi de la difficulté qui est aujourd'hui d'engager, notamment les jeunes de la génération Y, qui n'arrivent pas à engager, et de celle qui va venir après. Je ne sais pas comment on l'appelle, la Z. Donc, comment est-ce qu'on fait pour engager ces gens-là dans les entreprises? Dans les écoles, n'en parlons pas. Comment motiver les élèves, comment faire pour qu'ils s'engagent, comment faire pour qu'ils soient là. Ne fût-ce que venir au cours, ça devient quelque chose de très complexe. Et puis, du côté des salariés ou des personnes que je voyais, ils disaient, oui, mais enfin, l'entreprise ne s'engage plus à. Et donc, je me suis dit, tiens, le thème de l'engagement semble être plus ou moins porteur par rapport aux difficultés que les gens vivent et y voient aujourd'hui. Alors, quand j'ai mis le mot engagement, j'aime bien aller voir les synonymes. Quand j'ai sorti ça, je me dis, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est incroyable. Vous avez accord, bagarre, chaîne, choc, convention, coup de mission, départ, embauche, etc. Et j'en passe. Et je me suis dit, mais c'est dingue, depuis l'engagement de la tête du bébé dans les bassins jusqu'à la signature des actes des contrats légaux, en passant par les troupes qui entrent à la bataille. Donc tout ça, c'est de l'engagement. Je me dis, bon, je vais vraiment resserrer un peu les choses et je vais parler simplement de l'engagement interactionnel. Simplement de comment les gens s'engagent, vous voyez, dans un projet, que ce soit un projet des couples, un projet familial, ou que ce soit dans un projet professionnel. Et éventuellement, je vous parlerai un peu des engagements aussi sociaux ou communautaires. Notamment, vous verrez que j'ai mis des images d'animaux. Et bien, ce sont tous des animaux qui sont des espèces en danger. Parce que mon engagement à moi, c'est de construire un monde qui soit viable. Et vous verrez pourquoi les animaux m'intéressent aussi. Et donc voilà, donc vous verrez des tas de photos de petits animaux qui se retrouvent en espèces en danger. Alors, évidemment, si on parle d'engagement chez CIRSE, on va l'aborder des points de vue systémiques et stratégiques, et aussi à partir des réducteurs de complexité. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau systémique, ce que nous voulons dire, c'est que nous tenons compte, vous voyez, de la manière dont différents éléments vont entrer en contact les uns avec les autres, et à travers la communication, créer ce qu'on appelle un système. Et ce qui est intéressant dans un système, c'est le fait qu'il va y avoir des qualités qui vont émerger de ces mélanges-là. Dans les sciences traditionnelles, certainement la chimie est celle qui permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de qualités émergentes dans un système. Vous voyez, vous mettez plusieurs produits et ça va vous donner un autre produit. L'acide sulfurique, si vous mettez de l'hydrogène, du soufre, de l'oxygène par exemple. Donc c'est ce qui est intéressant pour nous quand nous travaillons avec des familles, quand nous travaillons avec des entreprises, quand nous travaillons avec des personnes, c'est le fait de voir qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qui émerge, vous voyez, comme ressources, mais aussi comme problème, à partir de ces interactions qu'il y a entre tous les éléments. Et l'idée stratégique, c'est que nous allons utiliser des stratégies, des stratagèmes, si vous voulez, des tactiques, de manière à voir qu'est-ce que nous pouvons
mettre comme nouvelle information dans le système qui va lui permettre de se reconfigurer autrement. À la place de tourner toujours autour de la même chose, on va mettre une nouvelle information qui va faire en sorte qu'avec cette nouvelle information, il ne se restructure pas de la même manière. Imagine que la cuisine, je suis très mauvaise cuisinière. Là, d'ailleurs, mon mari d'habitude, il est là. Il peut dire oui. Donc, vous pouvez imaginer un type quelque chose que vous faites, une sauce, etc., et que vous mettez quelque chose d'autre qui fait en sorte que non seulement le goût change, mais peut-être la consistance aussi. Vous voyez, il y a tout qui change. Ce n'est plus les mêmes mets. Et donc, l'idée des réducteurs de complexité, c'est que quand vous travaillez, justement, on était en train de parler par exemple de la Société Générale, je sais qu'il y a des gens ici qui travaillent chez Engie, ou des gens qui ont travaillé dans d'autres entreprises, quand vous parlez des interactions au sein d'un système pareil, il faut des réducteurs de complexité. Vous ne pouvez pas aller observer la relation de chacun de ces individus avec tous les autres. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, on va utiliser ce que nous appelons les réducteurs de complexité. Et notamment, CIRCEL s'est spécialisé beaucoup là-dessus, puisqu'on essaye de chercher de plus en plus des stratégies de changement. Ce sont des stratégies qui vont utiliser cette capacité de, vous voyez, comme avoir un levier, pouvoir utiliser un levier qui peut transformer la situation. Souvent, l'image que je donne, c'est l'image de me dire que si vous avez un tapis, vous avez par exemple des fils à gauche et à droite qui sont en dessous de vous et que nous faisons des nœuds partout. Si tout d'un coup vous tirez ça, il y a quelque chose qui se passe qui est chamboulé. Que si par contre on prend un fil après l'autre, vous voyez, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir amener les changements. Donc je trouvais une petite phrase, j'aimais bien. La simplicité n'a pas besoin d'être simple, mais du complexe très serré et synthétisé. Alors, il faut mettre du temps. Il faut mettre du temps pour que ça... oui. C'est demain matin, en fait, ça va arriver. Donc la simplicité n'a pas besoin, je l'ai dit pour les gens de web, n'a pas besoin d'être simple, mais du complexe très serré et synthétisé. Alors, quelle est l'importance de l'engagement? Pourquoi est-ce que tout le monde s'inquiète aujourd'hui de l'engagement? D'abord, il y a un aspect étonnamment physiologique. Dans les Harvard Study qui a été fait auprès de personnes depuis une trentaine d'années, je pense qu'il y en a plus maintenant, ils doivent être à 35 années au moins, ils ont pris, vous voyez, des jeunes personnes qui sortaient de Harvard et ils ont essayé d'étudier dans tout leur parcours quelles sont les choses essentielles, vous voyez, qui vont faire de leur vie une réussite ou non et qui vont avoir un impact sur leur santé, les habitudes, les relations, etc., etc., les travails, l'impact dans le travail, la passion qu'ils peuvent avoir pour ce qu'ils font. Et en fait, pour vous faire l'histoire courte, ce qu'ils sont trouvés aujourd'hui, c'est que ce qui est vraiment le plus important dans la réussite, mais clairement et certainement dans la santé des personnes, ce sont la qualité des relations qu'ils ont avec les autres. Indépendamment de la carrière, de la réussite, du niveau auquel ils sont arrivés, de la fierté qu'ils peuvent avoir dans leur parcours, ce qui faisait vraiment une différence, surtout au niveau santé, c'était les qualités des relations. C'est vrai qu'il y a très longtemps qu'on nous a dit, il y avait quelqu'un qui avait sorti une formule très marketing et très bien tapée en disant qu'est-ce qui va faire qu'une personne s'en sort d'un cancer? Et on dit, ben, s'il a un ami, et qu'est-ce qui va être encore plus sûr qu'il s'en sort de ces cancers s'il a 2 amis, et comment est-ce qu'il peut être presque certain de s'en sortir s'il a une quinzaine de bons amis. Donc, ça parlait aussi, vous voyez, de l'importance de la qualité des relations que nous pouvons avoir. Évidemment, nous travaillons dans la systémique, on travaille en essayant de comprendre, vous voyez, la manière dont l'interaction, les relations que nous avons ensemble ont un impact sur nous.
Et donc, il y a clairement, de plus en plus, on l'a dit, un impact déjà physiologique. En plus de ça, évidemment, il y a l'impact psychologique. Depuis les gens qui travaillent en neuropsychologie et qui vont nous dire que l'oxytocine, ça nous fait du bien, et quand on est dans une salle avec des amis, avec des personnes qu'on apprécie, on va avoir plein d'oxytocine, on va se sentir bien, rassuré, détendu. Mais aussi, dans l'aspect psychologique, une personne qui vit seule et loin du monde, elle va perdre ses capacités cognitives, elle va perdre la mémoire, elle va avoir des problèmes au niveau de l'humeur, etc., etc. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est très important d'avoir des relations et des bonnes. Puis, l'aspect social. La société, elle ne peut être créée qu'à partir du lien social. Et le lien social se fait avec les échanges qu'on a avec les autres et les projets qu'on crée en commun. Et ça, on en manque sérieusement. Il y en a beaucoup de gens qui sont en train de créer des choses, mais il y a eu, à mon avis, un moment où ça a été assez délétère, en fait. On avait vraiment perdu ce sens du social. Pour la créativité, on se rend compte aujourd'hui que la meilleure manière de rendre un groupe créatif, et j'essaie de l'utiliser de plus en plus, surtout quand on fait du travail interactionnel, en relation avec les gens, c'est le fait que des gens rient ensemble. Ils ont fait pas mal d'études dans lesquelles on met des personnes, vous voyez, à décider ou à travailler sur un projet. Et après, un groupe où on commence et on est très sérieux, et un autre groupe dans lequel on commence par rigoler, raconter des blagues, raconter des choses. Et on voit vraiment le niveau de créativité, de production qui se fait à la fin. Et le fait de rigoler ensemble, c'est quelque chose qui rend créatif. Puis, des points de vue évolutifs, évidemment qu'il nous faut des relations et des interactions pour se reproduire, pour avoir des enfants, et aussi, évidemment, pour leur permettre de grandir, vous voyez, avec l'espoir, avec de l'optimisme, et avec la capacité, eux aussi, de pouvoir créer des relations engagées. Et bon, n'en parlons pas de la survie. L'homme tout seul, on est très mal barré si on veut survivre dans la vie. Il faut absolument pouvoir avoir d'autres personnes pour pouvoir subvenir à nos besoins de manière croisée. Alors, je me suis dit, tiens, comment ensuite, face à ça, je vais donner une définition. Bon, c'est la mienne. Je n'ai pas eu toute l'année pour pouvoir la fondre, donc on peut échanger là-dessus. Mais je disais que c'est une loyauté durable, de part et d'autre, vis-à-vis de la parole donnée. J'ai mis explicite et implicite. Ça peut sembler bizarre de donner la parole d'une manière implicite, mais nous le faisons tout le temps. En cohérence avec des actions qui visent à perdurer la relation, à faire perdurer cette relation. Alors je me disais que clairement, d'ailleurs quand on discutait avec Fabrice, il a tout de suite dit, mais oui, mais souvent les problèmes, ça vient dans la partie implicite. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce que dans l'engagement dans la vie professionnelle, l'explicite, on peut dire que c'est ce qui est contractuel, vous voyez les contrats de travail qu'on a, il y a les salaires, il y a les rôles qu'on doit jouer, etc. Mais l'implicite. Qu'est-ce qui est implicite? Vous pouvez donner des exemples? Quelles sont les choses implicites dans ces contrats de travail? D'ailleurs, si on les explicitait parfois, les gens ne signeraient pas, mais c'est implicite. C'est l'objectif qui est implicite. Souvent, l'objectif est implicite. Dans quel sens? Si vous dites je vous engage parce que je veux gagner encore plus d'argent, je vais vous exploiter un maximum, je vais vous faire cracher un maximum, vous n'allez peut-être pas signer le contrat. Par exemple. Quelles sont d'autres choses qui peuvent rester implicites? Le fait de s'entendre avec ses collègues. Voilà, exactement. On va vous engager, vous allez travailler avec des collègues qui vont vous crier dessus toute la journée et ne pas vous donner du tout ce dont vous avez besoin. Et ainsi de suite. Donc effectivement, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont implicites et qui vont faire en sorte que la personne puisse, même si elle est engagée par un contrat, se désengager pas mal de ce qui se passe. Je pense que c'est Talleyrand qui a dit ça en négociant. Il dit l'important, c'est pas de s'entendre en pensée, mais en arrière-pensée. Voilà. Exactement. C'est excellent. Ouais. Et ça, c'est clairement, vous voyez, de ce dont on va parler aujourd'hui, notamment.
L'engagement dans les couples, c'est la même chose, une loyauté durable, etc. Bon, l'explicite, on peut dire, entre guillemets, que ça peut être des choses du genre du respect, le fait que souvent les gens décident d'habiter ensemble, quoique, on partage des décisions, on dit qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, etc., etc. Mais quels sont les implicites qui ne sont pas dedans? Est-ce qu'on est fidèle ou pas? Par exemple, Je suis dans le mariage. le niveau de fidélité ou pas, exactement, c'est quelque chose que la plupart du temps reste très implicite. Pas d'autre. La répartition des tâches dans le couple aussi, qui s'occupe des enfants, Qui va descend les s'occuper poubelles, des qui fait enfants. la vaisselle. Exactement, un nombre de tâches énormes qui ont lieu, des choses, des décisions aussi qu'on peut prendre, on doit prendre. Souvent les gens viennent me dire, j'ai vécu une trahison terrible de la part de mon mari ou de la part de ma femme, et ça a à voir par exemple avec le fait de l'achat d'une maison. C'est qui achète la maison? Avec l'argent de qui? L'implicite, c'est souvent en fait le pouvoir. Le pouvoir peut être implicite dans un couple aussi. Le pouvoir, Et se oui. découvrir au fur et à mesure. Tout à fait. Et en fait, j'avais compris ta phrase dans les deux sens, dans le sens de dire que l'implicite va prendre beaucoup de pouvoir, mais j'entends aussi que tu dis que l'implicite, c'est quel pouvoir chacun va avoir dans les couples. Qui va décider? C'est des choses qui restent implicites. Très souvent, quand je parle avec des couples, ça t'arrive certainement aussi, hein, Fabrice, mais je parle à un couple, je leur dis, oui, mais quel est votre projet des couples aujourd'hui? Ils disent, projet? Je dis, bah oui, qu'est-ce que vous faites ensemble? On est ensemble, on est mariés. J'ai dit, oui, mais quel est votre projet? Vous êtes mariés pour quoi faire? Parce qu'on était amoureux. J'ai dit, oui, d'accord, mais on est tombé amoureux de plein de gens, on ne se marie pas avec tous, heureusement. donc quel est le projet? Et les gens me regardent comme ça, mais vous voyez, si vous vous engagez à un projet. Vous vous engagez pas à une personne. La personne, vous vous engagez à un projet. Sinon, il y a aussi l'aspect de... Par exemple, rien que le fait de déclarer ses sentiments. Il y a beaucoup de personnes qui disent, il le sait. C'est implicite. Il n'y a rien qui est explicite. Ça peut être par exemple aussi avec les enfants. Les gens qui n'expriment pas les sentiments. Ils considèrent que l'autre doit le connaître, doit le savoir tous. C'est implicite, quoi. Et ça doit lui suffire. Et ça suffit, et sauf que ça suffit pas en général. Et c'est lui qui est très important. C'est lui qui m'a certainement lancé à observer et à m'intéresser à ce qu'était l'engagement. C'est dans les écoles. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vois que c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser et réfléchir à d'autres niveaux. L'école. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'école? J'avais fait un de mes stages d'un psycho à l'école. Et il y avait des enfants qui ne travaillaient pas bien, qui ne faisaient pas bien les choses, etc. Et qu'est-ce qu'on va dire? Nous allons faire un contrat avec l'enfant. Ah, je me dis, c'est génial, on va faire un contrat avec l'enfant. Je me dis, mais c'est fabuleux, ça, on va dire à l'enfant, tu viens, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on va faire ensemble pour que ça aille mieux. Et alors, ils me disent, oui, parce qu'on veut qu'il s'engage à venir en classe et à rendre ses devoirs. Et qu'est-ce que j'ai dit après? J'ai failli me faire virer de mon stage, parce que j'ai dit, et nous, on s'engage à quoi? On m'a regardé vraiment comme si j'étais tombée des Vénus. Et ils disent, mais nous, à rien du tout, nous, on fait tout bien. C'est lui qui ne fait pas bien les choses, il faut qu'il signe les contrats. Je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment étrange. Qu'on dise à l'enfant, écoute, si tu ne fais pas ce qu'on te demande dans tes vies, c'est bien, mais appeler ça un contrat, je trouvais ça complètement fou. Et donc, quand je sortais, je demandais aux enfants, tu as discuté, tu as négocié, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils me disaient, les ados, qu'ils avaient appris? Pardon? La loi du plus fort. Oui. La loi du plus fort, les contrats unilatéraux, etc. Que quand on est grand et fort, on dit à l'autre, allez, on fait un deal, mais c'est toi qui fais tous les jobs. Et ça, c'était quelque chose qui me semblait tellement important. Et je me disais, en plus, les pauvres parents signent avec les contrats. En tout cas, en Belgique, les parents doivent venir signer les contrats. Notre enfant va faire ça
à partir de maintenant. Et donc, quelque part aussi, ils sont engagés, puisqu'on leur dit, mais vous n'avez pas fait des choses pour que votre enfant puisse faire. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que la manière de voir les choses du point de vue engagement, si on a un point de vue systémique, c'est que chaque fois qu'il y a un engagement, ça se passe évidemment de part et d'autre, mais de manière très explicite. L'engagement, dans un contrat, on est deux. Les enfants, ils n'ont pas leur mot à dire. Ça, on leur impose. Exactement. Donc, c'est plus un engagement. Exactement. Donc, ça ne peut pas marcher. Évidemment. Et ça ne marche pratiquement jamais. Pratiquement jamais. Sauf que, ce qui est très intéressant, c'est que quand les choses n'ont pas marché, la seule faute, c'est celle de l'enfant. Et donc, suite à ça, l'enfant va devenir soit de plus en plus enragé et oppositionnel, soit il va être démoli dans son regard sur lui-même, ou les deux. Mais ceci me fait penser aussi à des couples. Vous voyez, parfois je voyais des couples qui étaient au milieu de divorce, et je voyais que la femme, ça c'était deux situations, c'était vraiment la femme qui disait, mais moi je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je préfère crever, je préfère mourir, je ne peux pas divorcer. Et je ne comprenais pas bien. Je me disais, ok, je peux entendre que pour elle c'est difficile, mais elle était dans un tel état, vous voyez. Elle ne mangeait plus, elle était désespérée, etc. Et à ce moment-là, un jour, il y en a une personne qui m'a dit, je ne peux pas partir en signant que je suis nulle, que j'ai tout mal fait et que je suis la seule et unique coupable de l'arrêt de notre mariage. Je lui ai dit, mais c'est ça qu'on vous demande? Il dit, oui, parlez avec mon mari. Et j'ai vu le mari, j'ai discuté avec lui et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ma femme est conne, excusez-moi, c'est ce qu'il m'a dit. Elle n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait cela, elle ne sait pas faire, elle ne sait pas faire, elle ne sait pas faire. Et je lui ai dit, d'accord, mais ça n'a pas marché à cause de quoi? À cause d'elle. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez que vous avez pu faire quelque chose qui a empêché qu'elle puisse évoluer ou que les choses puissent aller? Ah non, 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 moi j'ai tout fait ce qu'il fallait. C'est sa faute. Et je veux qu'elle dise qu'on divorce à cause d'elle. Et c'est de sa faute. Ça revient un peu à la même chose.